On s'attend souvent à ce que la technologie, ça fonctionne de manière presque magique, en fait. Ouais, c'est vraiment l'impression que ça donne au quotidien, quoi. Un clic sur une icône et hop, l'application s'ouvre instantanément. Un glissement de doigts et une vidéo haute définition se lance sans le moindre accroc. C'est clair, on n'y pense même plus. Mais imaginons un instant une immense intersection urbaine en pleine heure de pointe, avec des milliers de véhicules qui arrivent de toutes les directions. Ok, je vois le genre. Et tout ça sans feu de signalisation, sans panneau stop et sans aucune règle de priorité. Ah bah c'est l'embouteillage instantané, ça c'est sûr, suivi d'une paralysie totale de l'infrastructure en fait. Exactement. Sans protocole pour déterminer qui passe et qui patiente, la circulation devient juste un chaos mathématique insoluble. Eh bien, à l'intérieur d'un ordinateur ou d'un smartphone, c'est cette même frénésie, mais genre à la vitesse de la lumière. Des millions de fragments de données arrivent, se croisent et demandent à être traités en même temps. Et sans règles de circulation extrêmement strictes, la machine s'effondrerait sur elle-même en une fraction de seconde. C'est un truc de fou quand on y pense. Derrière chaque interface fluide, il y a une architecture invisible et franchement impitoyable qui dicte très précisément comment l'information doit circuler. Tout à fait. Et l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est justement de démystifier deux des structures fondamentales qui régissent ces règles de circulation au cœur des processeurs. On va décortiquer les piles et les fils. En langage de programmation, on les appelle respectivement les stacks et les queues. Ouais, des concepts incontournables. Et pour mener de un cette analyse, on a rassemblé une documentation assez massive. On a épluché des ouvrages académiques comme Introduction to Algorithms, des références absolues de la préparation aux entretiens d'embauche comme Cracking the Coding Interview de Gail Lachman McDowell. La Bible des développeurs, carrément. C'est ça. Ainsi que des transcriptions de tutos vidéo super pointus de développeurs experts. L'idée ici, c'est pas de lire des lignes de code de manière rébarbative, mais de comprendre pourquoi ces structures sont indispensables. Du simple bouton annuler d'un traitement de texte jusqu'à la gestion des calculs massifs par le système d'exploitation. Alors, que se passe-t-il vraiment quand l'information doit faire la queue ou au contraire s'empiler? Tout commence par la façon dont le système organise physiquement ou même virtuellement ces éléments dans la mémoire. Mhm. Avant même de faire un calcul, la machine doit savoir comment ranger les données pour y accéder de la manière la plus logique possible. Bon, décortiquons tout ça. Avant de comprendre comment nos machines réfléchissent, il faut comprendre cette logique de rangement. Nos sources opposent deux philosophies algorithmiques vraiment radicalement différentes. Ouais, on peut vraiment parler de philosophies opposées. Commençons par la première, la pile. Pour la visualiser, les textes utilisent une image hyper classique, celle d'une pile d'assiettes ou d'une pile de crêpes. Ah, la fameuse pile de crêpes, ça marche à tous les coups. Bah oui, tu poses la première crêpe au centre de l'assiette, la deuxième vient par-dessus, puis la troisième. Mais au moment de se servir, on ne risque pas de tirer la crêpe tout au fond, sinon tout s'écroule. Ce serait un désastre, ouais. On prend naturellement celle qui est tout en haut. Et cette mécanique de la dernière crêpe posée, qui devient la première crêpe mangée, ça porte un nom très précis en informatique, l'architecture LIFO. LIFO, donc last in, first out. Exactement. Le dernier élément entré est le premier à sortir. Et pour gérer cette structure, le formalisme technique définit deux opérations exclusives. La première, c'est push. Ok, push. C'est l'action d'ajouter un nouvel élément au sommet de la pile. Et ce qui est génial, c'est que l'ordinateur n'a pas besoin de regarder ce qu'il y a en dessous. Il mémorise juste l'adresse de ce nouveau sommet grâce à un pointeur informatique qu'on appelle souvent S.top. D'accord. Et pour retirer une donnée, on utilise la seconde opération, du coup? Ouais, l'opération POP. Elle consiste à lire l'élément pointé par S.top, à le retirer de la structure et, hop, à redescendre le pointeur sur l'élément juste en dessous. Donc la machine est complètement aveugle au reste de la pile, en fait. Totalement aveugle. Elle ne voit absolument que le sommet. Ok, donc la structure LIFO, c'est vraiment l'obsession de ce qui vient juste d'arriver. C'est exactement ça. De l'autre côté du spectre, nos sources décrivent la file. L'un des tutos propose l'image d'une ligne de personnes qui attendent pour acheter des billets de cinéma. Un grand classique aussi. Le principe fondamental ici, c'est le fameux premier arrivé, premier servi. Voilà. Et cette seconde philosophie, c'est le FIFO pour First In, First Out. Et mécaniquement, implémenter une file, ça demande un peu plus de gymnastique qu'une pile. Comment ça? Au lieu de surveiller uniquement le sommet, le système doit garder un œil sur deux extrémités distinctes avec deux pointeurs.
À l'arrière, on a le pointeur tail, la queue. C'est là que l'opération d'insertion, qui s'appelle enqueue, vient greffer les nouvelles données. Et à l'avant, alors, hein? À l'avant, on a le pointeur head, la tête. Et c'est à cet endroit que s'exécute l'opération dequeue, pour extraire le composant qui patiente depuis plus longtemps. Une question me vient à l'esprit concernant la mémoire physique de l'ordinateur. Je t'écoute. Quand je décide d'empiler des assiettes dans ma cuisine, la hauteur de mon placard dicte ma limite, quoi. Comment un programmeur gère-t-il cette contrainte spatiale? Ah, la fameuse limite matérielle. Parce que s'il réserve un espace pour 10 éléments dans sa pile et qu'un 11e pointe le bout de son nez, comment la machine réagit? Eh bien, cette contrainte, ça soulève tout le grand débat technique entre les implémentations statiques et dynamiques qu'on retrouve dans nos sources. C'est-à-dire? Si on choisit une méthode statique, basée sur un tableau à taille fixe, on alloue une quantité très stricte de mémoire dès le lancement du programme. D'accord. Et là, si l'espace prévu est de 10 cases et qu'une opération push tente d'insérer une 11e valeur, le pointeur sort des limites. Ça déclenche une erreur fatale super connue, le stack overflow, le dépassement de capacité. Ah oui, et j'imagine que c'est le genre d'erreur qui coupe net l'exécution d'un programme, non? Carrément, l'application s'arrête brutalement pour protéger le reste de la mémoire. Et à l'inverse, si on fait un pop sur une pile déjà vide, on provoque un underflow. D'accord, c'est fragile en fait. Pour contourner cette rigidité, l'architecture logicielle moderne privilégie souvent les implémentations dynamiques, via ce qu'on appelle des listes chaînées. Ça marche comment une? Dans ce modèle, l'espace n'est pas réservé d'un seul bloc. Chaque donnée est stockée dans un petit conteneur indépendant, un nœud. Ce nœud contient la valeur, mais aussi un pointeur qui indique l'adresse mémoire exacte du nœud suivant. Ah, donc ils se tiennent par la main, virtuellement. Exactement, et ils peuvent se trouver n'importe où physiquement sur la barrette de mémoire RAM. Du coup, la structure peut grandir ou rétrécir de façon organique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Maintenant qu'on a posé les bases de cette mécanique de rangement, regardons un peu comment l'ordinateur l'utilise en temps réel. Ouais, c'est là qu'on voit la vraie puissance du truc. Parce qu'un système d'exploitation gère des dizaines de processus complexes à la seconde. Comment il fait pour sauter d'une tâche à l'autre sans jamais perdre le contexte? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'illusion du multitâche repose presque entièrement sur une structure de pile. C'est ce qu'on appelle la pile d'appel ou call stack. J'adore l'analogie que donne l'une de nos sources pour expliquer ça, avec des post-it et un barbecue. Ouais, elle est super visuelle. Imagine une liste de tâches écrites sur des post-it. Le premier indique « Préparer le barbecue ». La machine commence le travail. Ok. Mais la recette dit qu'avant d'allumer le feu, il faut couper les légumes. L'ordinateur n'a qu'un seul processeur pour cette séquence, il ne peut pas faire les deux à la fois. Il doit donc mettre le barbecue en suspens. Exactement. Et il prend le post-it « Préparer le barbecue », enregistre l'état exact de la situation et l'empile sur sa call stack. Et là, il commence le nouveau post-it « Couper les légumes ». Et s'il faut chercher un couteau? S'il faut trouver un couteau aiguisé, hop, un troisième post-it vient s'empiler par-dessus les autres. La règle d'or, c'est que seul le sommet de la pile est actif. Donc, une fois le couteau trouvé, on fait quoi? L'ordinateur exécute un pop, il détruit le post-it du sommet, et le nouveau sommet redevient « couper les légumes ». La machine reprend exactement là où elle l'avait laissé. C'est fou de se dire que notre ordi fait ça des millions de fois par seconde. D'ailleurs, nos sources citent aussi le célèbre casse-tête de la tour d'Anoï pour illustrer ça. Ah oui, dans le livre de McDowell. C'est ça, le jeu avec les 3 piquets et les disques en bois qu'on doit déplacer sans jamais mettre un grand disque sur un petit. En quoi ça illustre la mémoire, en fait? La tour de Hanouï, c'est l'illustration parfaite de l'algorithme récursif. C'est le client numéro 1 de la call stack. Explique-moi ça. Pour déplacer une tour de 5 disques, la seule solution mathématique, c'est de d'abord réussir à déplacer les 4 disques supérieurs. Mais pour déplacer ces 4 disques, il faut d'abord en déplacer 3 et ainsi de suite? Donc, l'ordinateur découpe le problème. Voilà. Il ne sait pas résoudre le problème global d'un coup, il va faire un push de chaque sous-problème sur sa pile d'appel jusqu'à arriver au problème le plus simple, bouger le tout petit disque du sommet. Il empile les questions en retenant sa respiration, quoi. C'est une belle façon de le dire. Et une fois le plus petit disque bougé, il dépile les réponses en cascade pour résoudre tout le puzzle. C'est hyper brillant d'utiliser une limitation, le fait de ne regarder que le sommet, pour forcer la résolution méthodique d'un problème. Ouais, c'est l'élégance de l'informatique. Mais le LIFO a aussi des applications plus quotidiennes, non? Genre la vérification de la syntaxe? Ah, carrément. Si un développeur écrit un code avec des dizaines de parenthèses imbriquées, le compilateur doit vérifier qu'aucune n'a été oubliée. Et il utilise une pile pour ça. Oui, à chaque parenthèse ouvrante, il fait un push. À chaque fermante, un pop. Si, à la fin du fichier, la pile est parfaitement vide, le système a la preuve irréfutable que tout correspond.
C'est tellement simple et efficace. Et il y a aussi l'application universelle qui a sauvé la vie de tout le monde un jour, la fonction annuler, le contrôle plus Z. Ah oui, le bouton de survie. Chaque mot tapé, chaque coup de pinceau, ça déclenche un push dans une pile d'historique. Et quand on fait annuler, c'est juste un pop. On détruit l'état récent pour révéler l'état d'avant. La pile, c'est vraiment la garante de l'historique immédiat. Une machine à voyager dans le temps, mais avec une précision chirurgicale. Ok, je saisis bien la puissance de la pile. Mais du coup, pourquoi s'encombrer des fils? À quoi sert le FIFO, cette logique du premier entrée, premier sorti, si la pile gère déjà si bien la mémoire? Eh bien, ça nous mène au concept de gestion des ressources partagées et d'équité. D'équité. Ouais. La pile est parfaite pour la profondeur, pour creuser une tâche. Mais la file, elle est absolument indispensable quand le système doit gérer le chaos de requêtes indépendantes qui arrivent en même temps. Une sorte de justice temporelle implémentée dans le silicium, quoi. C'est ça. Le FIFO, c'est la garantie algorithmique de l'ordre juste. Prenons le CPU scheduling, l'ordonnancement du processeur. Ok, disons que j'ouvre un navigateur web, un logiciel de montage et ma messagerie en même temps. Ton système d'exploitation les place dans une file d'attente. Il distribue le temps de processeur en respectant scrupuleusement l'ordre d'arrivée. C'est pareil pour Spotify. Ah oui, quand j'ajoute 5 morceaux à la suite dans ma file d'attente. Il s'aligne proprement à la queue de la file, et l'application exécute un DQ successif sur la tête pour assurer une lecture continue. Nos documents abordent aussi des trucs plus poussés, comme la recherche en largeur, le Breadth First Search. Ah, le BFS. Dans la théorie des graphes, on utilise une file pour explorer un réseau de manière concentrique. Imagine qu'on cherche la connexion la plus courte entre deux personnes sur un réseau social. Genre, les amis d'amis. Voilà. L'algorithme place d'abord tous les amis directs dans une file, il examine le premier ami entré, s'il ne trouve pas la cible, il ajoute les amis de cet ami à l'arrière de la file. Ça garantit qu'on analyse tout le premier cercle avant de passer au deuxième. Exactement, grâce au FIFO. C'est super logique en théorie. Mais en analysant les diagrammes fournis dans nos sources concernant l'implémentation de ces fils dans un tableau, j'ai repéré un problème qui me semble, genre, énorme. Ah, je t'écoute. Réfléchissons à la mécanique. Le pointeur aide est à l'avant, tail est à l'arrière. Quand une donnée entre, tel avance d'une case vers la droite. Quand une donnée sort, aide avance aussi d'une case vers la droite, non? Oui, tout à fait. Donc, à chaque action, toute la structure glisse inexorablement vers la droite du tableau. Forcément, au bout d'un moment, taille va heurter la limite physique de la mémoire et ça plante par les éléments sortis. C'est un gaspillage de ressources phénoménal, non? Tu viens de mettre le doigt sur le talon d'Achille historique de la file linéaire. Les pionniers de l'informatique se sont arrachés les cheveux là-dessus. Et ils ont trouvé quoi? Ils ont répondu avec un concept d'une grande élégance mathématique, la file circulaire, le ring buffer, Comment on transforme un tableau, mémoire, qui est tout plat, en anneau? en utilisant l'opérateur modulo. En programmation, le modulo agit comme le cadran d'une horloge. Après 12 heures, on ne passe pas à 13 heures physiquement sur le cadran, l'aiguille retourne sur le 1. Ah, malin. Le ring buffer applique ça aux adresses mémoire. Si notre tableau a 100 cases, quand le pointeur taille atteint la case 99, le calcul modulo lui dit que la case suivante n'est pas la case 100, mais la case 0. Tout au début du tableau. Donc, l'information enjambe la fin de la mémoire pour se loger dans les espaces vides laissés par les anciennes données. C'est ça. La file serpente infiniment à l'intérieur de cet espace clos. Tant que la queue ne rattrape pas physiquement la tête, l'espace est recyclé en continu. C'est brillant. Et nos sources parlent aussi d'une variante un peu bizarre, les DEX, Double-Ended Queues. Ce n'est ni du LIFO pur, ni du FIFO pur. Ouais, les DEX, c'est des structures hybrides. Les insertions et suppressions sont autorisées aux deux extrémités. Tu peux ajouter à l'avant et retirer à l'arrière, ou l'inverse. Mais il y a vraiment un scénario concret où on a besoin de rentrer et sortir par les deux bouts? L'historique d'un navigateur web, par exemple. C'est une file avec une capacité max. Quand tu visites une nouvelle page, elle est ajoutée à l'avant, mais si la limite est atteinte, le navigateur doit secrètement supprimer la page la plus ancienne, tout à l'arrière. Ah ouais, logique. Il y a aussi l'algorithme de work stealing dans les processeurs multicœurs. Si un cœur a fini son travail, il peut aller regarder dans la file d'un autre cœur surchargé et lui voler des tâches par l'arrière de sa file. Pour l'aider sans le perturber. Génial. Bon, on a un panorama complet, l'urgence du LIFO et la justice du FIFO. Ce qui nous amène à la section la plus épineuse de nos sources, les défis d'entretien technique. Ah, on rentre dans le dur. Les ouvrages comme Cracking the Coding Interview adorent tester ça. Voici l'un des défis. Comment recréer artificiellement le comportement d'une file d'attente en utilisant
que des piles. Ce qu'on peut forcer une structure à agir contre sa nature, en fait. Voilà, c'est possible. Ça teste vraiment la plasticité du cerveau d'un ingénieur. Et la réponse est oui, mais ça demande d'utiliser 2 piles pour opérer un renversement temporel complet. 2 piles d'assiettes pour fabriquer une file de cinéma. J'essaie bien de visualiser le truc. Supposons qu'on insère les données 1, 2 et 3 dans la première pile. Le 1 est au fond, le 2 par-dessus et le 3 au sommet. Si c'était une vraie file FIFO, on devrait retirer le 1 en premier. Sauf que le 1 est emprisonné tout au fond. Exactement. Donc la stratégie, c'est de faire une boucle. On fait un pop sur la première pile pour retirer le 3 et on l'injecte immédiatement dans la deuxième pile avec un push. Ah, je vois le mouvement. Le 3 sort en premier et touche le fond de la deuxième pile. Ensuite, le 2 sort et se pose sur le 3. Et finalement, Le 1, qui était écrasé tout en bas, sort et se retrouve propulsé tout au sommet de la deuxième pile. l'ordre chronologique vient d'être complètement inversé. Le premier entrée est maintenant accessible au sommet. Il suffit de faire un pop sur cette deuxième pile pour extraire le 1. On a simulé une file. Attends une seconde, mathématiquement c'est ouf, mais d'un point de vue matériel, transférer 1000 éléments d'une pile à l'autre juste pour en extraire un seul, ça va figer le système, non? Le coût en ressources me paraît délirant. C'est une réaction tout à fait naturelle. Si la pile contient n éléments, ce transfert prendra un temps proportionnel, une complexité temporelle de O de n. Dans l'absolu, c'est très lent. Bah oui, Mais le secret, c'est l'analyse du temps amorti. le temps amorti. Donc on lisse la pénalité sur la durée. Pense à un immense entrepôt logistique. Le transfert massif, c'est comme fermer l'entrepôt une journée pour tout réorganiser. C'est coûteux sur le moment, mais une fois que les 1000 éléments sont dans la deuxième pile, Ils sont déjà triés, dans le bon ordre. voilà. Les 999 requêtes suivantes ne demanderont aucun calcul complexe. L'ordi piochera le sommet instantanément. Ce temps d'accès immédiat, c'est O de 1. On ne paye la lourde pénalité que quand la deuxième pile est totalement vide. C'est fascinant d'accepter une lenteur extrême ponctuelle pour garantir une rapidité sur la durée. Mais je vais pousser le vice plus loin. J'ai vu un contre-défi sur un forum. Vas-y, je suis prêt. On veut créer le comportement d'une pile, donc du LIFO pur. Mais le système ne dispose qu'une seule file d'attente, même pas 2 pour jongler. Comment extraire le dernier arrivé sans détruire la file? Ah, là on abandonne l'idée du transfert pour embrasser la rotation perpétuelle. L'algorithme transforme la file en un carrousel ininterrompu. Explique-moi cette mécanique de carrousel. Imagine une file avec A, B et C. On insère D. Dans une file normale, D va à l'arrière. Mais on veut simuler une pile, donc D doit se retrouver à l'avant pour sortir au prochain appel. Mais on ne peut pas le doubler, non? Non, donc la seule manière de faire remonter D à l'avant d'une file unique, c'est de déplacer tous les autres. L'algorithme prend la tête de la file, le A, le fait sortir et l'envoie instantanément tout à l'arrière, derrière le D. Et on répète l'opération? On fait sortir le B pour l'envoyer à l'arrière, puis le C. L'ordinateur calcule le nombre d'éléments et fait tourner ce manège exactement n-1 fois. Au terme de ce cycle, l'élément D se retrouve magiquement à la première place. Et on l'extrait. Donc, si je résume, pour parler à la dernière personne arrivée dans une file de 10 000 personnes, on oblige 9 999 personnes à sortir par la porte avant et à refaire le tour du bâtiment pour se remettre derrière elle. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. C'est un cauchemar bureaucratique absolu. Complètement. Contrairement aux 2 piles qui amortissent le coût, cette approche exige un déplacement massif à chaque insertion. La complexité est strictement O de n en permanence. C'est désastreux en production, quoi. Intellectuellement stimulant, mais un désastre d'efficacité en réalité, oui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Après avoir épluché ces manuels, ce qui saute aux yeux, c'est que les piles et les fils ne sont pas que des lignes de code opaques. Ce sont de véritables philosophies sur la manière d'aborder le passage du temps. Elles incarnent vraiment 2 visions de la gestion des événements qui s'appliquent bien au-delà de l'informatique. La pile, le LIFO, c'est l'urgence absolue. L'attention exclusive portée à l'immédiat. Le présent écrase le passé, en somme. Le dernier problème survenu accapare toutes les ressources et les tâches plus anciennes sont enfouies tant que l'urgence n'est pas traitée. Et à l'opposé complet, la file d'attente, le FIFO, représente la justice temporelle.
C'est le respect absolu de l'historique, la garantie que l'ordre des choses sera honoré de manière égale pour tous. Et cette dichotomie soulève une réflexion finale assez vertigineuse sur notre propre conception de l'intelligence. Le parallèle avec les structures cognitives humaines est vraiment saisissant. Mais carrément, si on y réfléchit bien, la biologie et les structures sociales reposent précisément sur ces algorithmes. La psychologie humaine, par exemple, fonctionne souvent en mode LIFO. Le fameux biais de récence. Exactement. Le cerveau a tendance à accorder beaucoup plus d'importance au dernier événement marquant, reléguant les souvenirs plus anciens tout au fond de la mémoire. L'esprit humain opère naturellement en LIFO pour gérer les crises. Parce que l'évolution a privilégié une réaction immédiate aux derniers stimuli, pour des questions de survie tout simplement. Mais paradoxalement, toutes les constructions sociales, morales et juridiques exigent la mise en place de fils. Le sens même de la justice et de l'équité s'incarnent dans le FIFO. Le premier arrivé, premier servi, que ce soit au guichet, au tribunal ou aux urgences médicales, en dehors des urgences vitales bien sûr. Or, l'intégralité de l'intelligence artificielle générative actuelle est bâtie au niveau de son architecture la plus microscopique sur la combinaison de ces deux structures de données. Ce qui pose la question de l'émergence d'une priorisation autonome par la machine. C'est un sujet d'étude fascinant. Oui, si à l'avenir une IA générale devait développer une forme de conscience, vers laquelle de ces philosophies penchera-t-elle? L'architecture choisira-t-elle la justice froide et patiente d'une file d'attente? Ou bien restera-t-elle piégée dans l'urgence chaotique et l'obsession du moment présent d'une pile? Le traitement algorithmique de la morale passera inévitablement par ces structures élémentaires de triage, c'est certain. Une chose est sûre, la prochaine fois qu'on observe l'organisation d'un supermarché ou la gestion d'un embouteillage, l'œil ne verra plus seulement des gens ou des voitures. Il percevra le berceau de la logique informatique et peut-être même un reflet troublant de la manière dont l'esprit humain traite la réalité. Il y a largement de quoi méditer, que l'on soit tranquillement installé au sommet d'une pile ou que l'on patiente sagement à l'arrière d'une file d'attente.